Amis expatriés, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver dans ce beau studio et avec cette belle équipe pour un sujet qui fait rêver, qui va peut-être en rassurer certains ou certaines, et puis qui va peut-être susciter des vocations. En tout cas, moi, depuis qu'on parle de ce sujet, je rêve. On parle de quoi aujourd'hui? On parle de la scolarité des enfants nomades. Parce que oui, il y a de plus en plus de familles qui font ce choix de se déplacer régulièrement, de rompre, lâcher les amarres, de partir suivre leurs rêves, suivre leur vocation, suivre l'aventure. Et pendant très longtemps, l'ultime barrière, après le Covid, après le télétravail, ça restait ce qu'on entendait souvent, c'était « Ah oui, mais et la scolarité des enfants comment est-ce qu'on pourra à la fois voyager, bouger, peut-être tous les ans, peut-être tous les 6 mois, peut-être tous les trimestres, peut-être même tous les jours. Et comment est-ce qu'on va pouvoir avoir ce style de vie nomade et en même temps une scolarité qui n'obère pas le futur de nos enfants, voire même une scolarité qui va peut-être donner encore plus de chances à nos enfants. C'est là qu'on commence à rêver. Scolarité et mode de vie nomade, comment est-ce qu'on fait? C'est le sujet de ce nouveau webinaire pour lequel je suis ravie de vous accueillir et qu'on va pouvoir réaliser avec Cèdre France et ses équipes. Alors Cèdre France, vous commencez à bien connaître Marie-Laure Lelourec. Marie-Laure, bonjour. Bonjour Alix. Donc directrice de Cèdre, l'offre à distance de Cèdre France, dont on reparlera après. Et puis, avec vous aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Laetitia de Bayancourt. Laetitia, bonjour. Bonjour Alix. Laetitia, vous êtes à la fois une mère de 6 enfants nomades, mais aussi responsable du cours Sainte-Anne, donc les questions de scolarité à distance, vous connaissez, on va dire presque dans votre chair, et en même temps dans votre bureau. Et puis Sophie Cabage, Sophie et son équipe qui sont responsables des admissions à l'EIB à distance. Donc Sophie, c'est la voix, enfin l'oreille des parents. Et c'est la ligne rouge qu'on peut appeler dès qu'on a une question pratique ou concrète et qui nous expliquera comment s'y retrouver dans cet univers souvent mal connu par beaucoup d'entre nous, qui est celui de l'enseignement à distance, plus particulièrement pour les familles nomades. Mais avant d'aller plus loin, avant de comprendre tout ce qui est possible pour la scolarité, on vous propose de partir du terrain, et plutôt que du terrain d'ailleurs, de partir de la mer. Et on va rejoindre une famille qui a largué les amarres, qui n'a gardé que l'ancre et les voiles. C'est la famille Seigneur, dont la maman Marion a accepté de témoigner pour vous aujourd'hui. Marion, merci beaucoup parce que c'est compliqué quand on est en mer d'avoir une connexion stable. Donc on espère que tout va bien se passer. On est vraiment dans la joie du direct. Alors Marion, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette magnifique aventure de l'ancre et des voiles? Eh bien, donc on a largué les amarres, effectivement. Alors nous, dans notre cas, c'est vraiment un voyage qui est plus qu'une parenthèse. C'est un changement de vie sans date de retour, on va dire. Donc on est parti avec nos 4 enfants qui ont de 18 à 9 ans en catamaran. Et ça fait déjà 2 ans qu'on a quitté notre maison. On a vécu 1 an sur le bateau en travaux, puisque c'était un bateau à rénover. Et ça fait 1 an qu'on est sur l'eau. On est parti de Méditerranée. Et là, on est arrivé aux Canaries depuis quelques mois déjà, où on s'est posé un certain temps, puisque notre aîné passait le bac en candidat libre à distance avec les cours EIB à distance. Et alors, qu'est-ce qui a présidé au choix de ce départ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de larguer les amarres comme ça? Alors on va dire que ça nous a donné l'impression de venir d'un coup, mais en fait, je pense qu'il y a eu une genèse assez longue en nous. C'était cette envie à mon mari et à moi de vivre une expérience hors du commun, de pouvoir donner aux enfants une ouverture sur le monde, une autre façon d'apprendre, une véritable expérience de vie
de passer des moments forts en famille, que l'on savait forts dans tous les sens du terme. Hein. On imaginait bien que ça serait évidemment des moments exceptionnels parce que voilà, le voyage, c'est une découverte permanente et des choses admirables à vivre, mais aussi des moments très, très, très compliqués, mais qui permettent justement des apprentissages de vie euh, très forts. Et puis la vie en bateau, c'est encore un autre stade parce que c'est une vie d'équipage, c'est la mer à apprendre, la navigation à apprendre. Et rien qu'en ça, c'est une école formidable. Donc c'est un petit peu tout ça qui nous a vraiment motivés à ce rêve-là finalement. Et alors, comment est-ce qu'on se prépare pour un voyage pareil? On entend déjà 1 an à réparer le bateau, mais vous avez pris beaucoup de temps avant encore? Oui, il y a 1 an, en fait, c'était rien du tout. C'est un voyage qui nous a pris vraiment beaucoup, beaucoup de temps à construire parce que, alors dans notre cas, en plus, on n'avait pas un gros budget, donc il a vraiment fallu imaginer des solutions. Donc on a tout vendu vraiment pour acheter le bateau, donc notre maison, nos meubles. Donc ça a été long à vider parce que c'est pas un déménagement finalement où on met en carton et puis on les déplace dans un autre logement. C'était vraiment là vider une maison et récupérer le plus de sous possible, donc vendre jusqu'au moindre objet. Ça a été long. Il y a eu aussi à se former à la navigation parce que moi j'avais déjà un certain niveau de voile, mais mon mari pas du tout, donc il a dû partir de zéro. Donc c'est sûr que naviguer, c'est plus long à apprendre que de rouler en camion, par exemple. Donc, ça a été long. Et puis, il a fallu aussi se reconvertir professionnellement, puisqu'on n'est pas en sabbatique, puisqu'on a changé de vie. Donc, on travaille à bord, on reconstruit une vie professionnelle à bord. C'est un gros pari. Et c'était donc de longues années en tout. On a entre le moment où le projet est né et le moment où on a quitté la maison, il y a eu 6 ans. Et ensuite, donc, il y a eu 1 an de travaux entiers. Et alors, si on en vient au cœur de notre sujet, qui est vraiment la scolarité des enfants pendant cette aventure-là, donc on perçoit un peu mieux les contours incroyables, quels sont les défis pour scolariser vos 4 enfants à bord? Alors, nous, en fait, quand le projet est né, donc 6 ans avant le départ, je m'étais très vite intéressée à l'école à la maison. Et en fait, j'avais déjà eu un coup de cœur en me disant que enfin, ça me parlait complètement, ça répondait à des tas d'attentes chez nous. Donc, on a sauté le pas bien avant de partir. Donc, on a vécu 6 ans d'expérience déjà d'école à distance avec les cours Sainte-Anne avant d'être parti. Maintenant qu'on est à bord, cette expérience évidemment nous sert, mais c'est vraiment une autre paire de manches parce que tant qu'on est à terre, même si on fait l'école à distance, il y a un certain cadre qui est rythmé par la vie terrienne, par mine de rien le rythme scolaire, parce qu'on a nos enfants inscrits à des activités extrascolaires qui dépendent donc du rythme scolaire. Donc on est quand même dans une vie terrestre et ça donne un cadre qui facilite les choses. Une fois qu'on est en voyage, moi en tant que mère de famille et entrepreneuse aussi en même temps, ce que je trouve très compliqué justement, c'est cette absence de cadre et en plus cette vie nomade qui fait que tout change tout le temps. Donc à la fois le lieu où l'on est, mais même le planning. C'est difficile en fait d'instaurer une routine parce que même si on met une routine en place, elle peut voler en éclats par la météo qui change et puis finalement c'est elle qui décide. Donc nous on doit s'adapter à elle. Par les rencontres parce qu'en fait on n'est pas du tout seul sur l'eau, on est en permanence avec d'autres personnes. Donc voilà, les enfants se font plein d'amis qui travaillent pas forcément au même rythme, donc on est un peu sans arrêt en train de recadrer les choses en permanence. Et c'est vrai que c'est pas garanti, c'est pas simple. Et comment est-ce qu'on y arrive alors? Est-ce que vous avez
des atouts, des conseils pour les parents qui nous écoutent? Essayez quand même de fixer un cadre minimum. Donc nous, par exemple, on a toujours fait comme ça et je trouve que c'est vraiment la solution la plus gérable. C'est on travaille le matin. Donc en fait, voilà, on commence à ne faire aucune activité autre, en tout cas les jours où on peut, parce que les jours où on est en exploration terrestre ou en navigation, nous on travaille pas. Et bien entendu, on utilise les explorations terrestres comme des vrais apprentissages. Pour nous, c'est justement aussi ça qui est très riche dans le voyage et dans l'école à la maison, c'est de pouvoir apprendre de toutes nos découvertes. Mais s'agissant du programme scolaire, on travaille que le matin, donc voilà, on se lève, on prend le petit déjeuner et on se met à travailler, et toute la matinée jusqu'au repas. Pour les plus grands ou selon ce qu'il y a à faire, on peut retravailler en début d'après-midi. Ce qui est difficile à gérer aussi, c'est l'espace petit, où finalement, voilà, parfois on est un peu les uns sur les autres, notamment pour la place sur la table pour travailler. Donc il faut apprendre à gérer ça aussi. Il peut y avoir pas mal de conflits. Voilà, c'est une gestion de famille peut-être plus compliquée en effet du fait qu'il y ait l'école. Dans ce cadre, les cours par correspondance nous aident vraiment beaucoup parce qu'ils nous permettent justement d'avoir une structure, de proposer un cadre aux enfants, et puis nous permettent aussi d'aller vraiment à notre rythme, donc que ce soit au rythme de chaque enfant lui-même, ou de notre voyage et de toutes les contraintes que l'on a, tout en sachant que le niveau est excellent. Donc on ne s'inquiète pas de savoir où ils en sont. Voilà, ils progressent dans leur programme et on sait qu'ils avancent et que leur niveau est très bon. Donc c'est vrai que c'est un véritable soutien d'avoir des supports de cours en école à la maison d'une façon générale, mais quand on est nomade, particulièrement, je trouve. Et donc un grand merci à la famille Seigneur pour ce témoignage. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me donne quand même sérieusement envie de prendre la mer. Ce que je n'avais pas fait jusqu'ici, en me disant que pour la scolarité des enfants, ce serait peut-être trop compliqué. Là, on a eu un éclairage, c'est un exemple parmi d'autres, un exemple terrain de l'océan. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est grâce à Laetitia de Vaillancourt, on puisse passer de ce cas particulier à quelque chose de plus général. Donc Laetitia, vous êtes à la fois maman de 6 enfants qui ont beaucoup bougé, et on disait, vous travaillez au cours Sainte-Anne, donc tous les jours, vous voyez des enfants et vous accompagnez des familles nomades. Est-ce qu'on peut relire cette expérience de la famille Seigneur en se disant, qu'est-ce qu'il faut garder de ça, qu'est-ce qu'il faut que tout le monde sache si jamais on envisage un projet nomade? Alors, ce qu'on peut retenir sur le témoignage de la famille Seigneur, mais je peux parler aussi en mon nom, c'est que ces voyages se préparent et que ça demande beaucoup d'adaptation. Mais ça demande beaucoup d'adaptation et ça permet aussi aux enfants et aux futurs acteurs de la société d'être très adaptables. Ce qui est une vraie chance. C'est aussi une école de l'autonomie, une école de l'observation de la différence, de tout ce que les différentes cultures peuvent apporter. Et c'est vraiment la chose à retenir sur tous ces enfants nomades qui parcourent le monde, qui parcourent parfois l'Europe, qui parcourent parfois la France, mais qui sont toujours à la recherche de nouveautés et qui vont apprendre à découvrir des pépites dans chaque chemin qu'ils vont rencontrer. Et ça va permettre de participer à leur apprentissage et enrichir toute la partie sciences, géographie, éveil, qui vont compléter leur instruction en français et en calcul. Ça fait rêver. Mais maintenant, si on revient vraiment sur Terre là, et qu'on repart de nos obligations de parents, comment est-ce qu'on se prépare? Quelles questions il faut se poser? Et déjà, qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui ne l'est pas? L'instruction, j'ai bien compris mes souvenirs, l'école n'est pas forcément obligatoire, ce qu'il est, c'est l'instruction. Mais concrètement, quand on part à l'autre bout du monde, ça veut dire quoi? Alors, normalement, l'instruction est obligatoire. En France,
particulièrement. Et depuis 2 ans, c'est un système dérogatoire et donc il faut demander l'autorisation pour être en instruction en famille. En revanche, quand on part dans le monde et donc dans des pays étrangers, l'instruction relève du pays qu'on traverse. Mais c'est nuancé si vous êtes nomade ou si vous êtes expatrié et vous restez sur le territoire plus de 6 mois. Donc si on s'intéresse aux nomades, la seule obligation, c'est le projet de retour en France et la possibilité de retrouver les chemins de l'école. Et ça se traduit par un examen de niveau qu'ils rencontreront pour le collège et pour le lycée. En revanche, pour le primaire, ils seront de toute façon admis dans leur classe d'âge, quoi qu'il en soit. Donc là, en fait, on passe d'un cadre légal, c'est obligatoire, à un cadre de responsabilité. Exactement. Faites comme vous voulez, mais vous verrez ce qui se passe au retour. Voilà. Donc on en revient au bon sens. Exactement. Et là, la maman de 6 enfants, qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, tout d'abord, il faut anticiper le temps de travail et surtout la possibilité du travail. Parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui partent en mer ou qui partent en marchant, etc. Certaines pérégrinations demandent beaucoup d'énergie et donc ils sont beaucoup moins disponibles dans leur apprentissage. Et ça, il faut vraiment prendre la mesure des choses. Ensuite, ce qui est très important pour garder le contact pour le retour, c'est conserver les fondamentaux, à savoir le français et calcul. Et donc, anticiper un temps chaque jour, enfin en moyenne, on va dire 4 à 5 jours par semaine pour ce travail. On peut imaginer à peu près 1 heure à 2 heures pour le collège de français, de maths. On peut aller plus loin, mais ce n'est pas forcément crédible. Ce qui est important quand les enfants se mettent au travail aussi, avoir cette idée que les moments où on se met au travail, on a au préalable séquencé ces moments-là pour que si jamais on a des interruptions qui peuvent venir de la mer, d'une tempête, de quelqu'un que l'on croise, voilà, qu'on soit capable de s'adapter aussi au moment où nous apprenons. Donc on essaye, mais c'est difficile en avance, d'être le plus réaliste possible sur nos attentes. Mais le but, c'est quoi? C'est que l'enfant se fasse la même scolarité que s'il avait été en classe, et on se dit, la physique qu'il n'a pas fait en classe, il la fera en mer, il étudiera les cailloux au fond de l'océan, ou alors il y a des matières qu'on laisse tomber et on verra bien. Alors, je ne sais pas si c'est laisser tomber, on peut en tout cas ne pas les utiliser de façon scolaire, mais tout ce qui relève de l'histoire, la géographie, la science, ça peut même être l'économie pour les lycées, ça peut être plusieurs autres matières qui vont être abordées par rapport au pays que l'on traverse. Et c'est honnêtement aussi enrichissant qu'une matière qu'on va étudier sur un livre et qui va parler de ces problématiques-là, mais avec un regard français. Donc là, on a un prisme international et donc c'est forcément, je dirais, quelque chose en plus plutôt que quelque chose en moins. On remplace le livre papier par le livre de la vie. Exactement. Mais on n'oublie pas le français et le calcul qui restent quand même des choses où il faut, si on veut retourner en France avec le système éducatif français, rester un petit peu dans les rails dans ce domaine. Et de toute façon hyper pratique, je parlais livres. Dans un bateau, on n'a pas beaucoup de place et les seigneurs nous parlaient de la question de la table. Il y a les questions du matériel. Techniquement, il faut prévoir quoi? Un ordi, ça peut suffire? Un téléphone? Alors, un ordi, ça peut... c'est pas tout à fait suffisant parce que c'est quand même très important que les enfants écrivent. C'est là où la mémoire s'inscrit et c'est là où ils vont pouvoir après réutiliser ce qu'ils ont appris. Donc on ne peut pas faire l'impasse de l'écriture. Pour les supports, on peut avoir une partie numérique, mais souvent les enfants ont besoin d'avoir leurs feuilles à côté d'eux et donc il faut imaginer qu'on puisse imprimer ces feuilles-là. Donc par exemple dans un bateau, on peut avoir une imprimante. En revanche, si on est nomade et qu'on marche avec son sac à dos, il va falloir anticiper un poids pour porter au moins les fascicules des enfants. Les programmes qu'on va proposer aux parents pour les accompagner, eux, peuvent être numérisés et ils peuvent les utiliser sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. En revanche, les enfants, c'est plus important d'avoir un support concret et donc il faut l'anticiper, ce support. Et un cours à distance, on parlait de cours par correspondance, ça c'était l'histoire.
Aujourd'hui, on est dans l'enseignement à distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des classes avec un prof qui fait cours et je la visionne quand je veux. J'envoie des copies et j'ai des corrections. Alors, ça signifie effectivement qu'il y a un suivi régulier tout au long de l'année avec des envois d'évaluations qui vont voir la progression de l'enfant, et ces évaluations vont être observées par les correcteurs, par le responsable soit du primaire, soit du collège, pour voir si il est nécessaire d'un accompagnement supplémentaire si certaines difficultés sont rencontrées. C'est trouver aussi des cours qui vont être en mesure d'être complétés par des astuces pour pouvoir mieux les transmettre. Parce que c'est pas facile la transmission auprès de ces enfants. Il y a toujours ce côté un petit peu chantage affectif qui peut ralentir, je dirais, un petit peu cette difficulté d'enseigner à ses enfants. Et parfois, il est important de pouvoir appeler quelqu'un dans une équipe pour trouver des astuces, pour recentrer ce travail. Par exemple, quand on met un enfant au travail, on va lui indiquer le temps qu'on va mettre et on va s'y tenir. Ce n'est pas la difficulté qui va décider si on va prendre plus de temps ou moins de temps. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faudra prendre en compte et qu'on peut aider au fur et à mesure du voyage. Et encore une question avant de partir, si je suis sur ma décision, là je me dis mais ça a l'air possible plus que je ne pensais. Est-ce que toutes les familles sont faites pour ça, ou est-ce que c'est réservé aux familles formidables avec des gens qui se mettent à table quand on leur, à leur table à leur bureau quand on le leur dit? Pas du tout, parce que vous avez des enfants qui vont à l'école et qui ne se mettent pas du tout à leur table. Oui, mais au moins c'est la maîtresse qui s'en occupe. Voilà. Donc en fait, c'est adaptable pour toutes les familles. Il faut juste trouver, avoir le bon prisme de la singularité de l'enfant pour faire en sorte que cette transmission des savoirs se passe le mieux possible. Mais c'est tout à fait adaptable pour des enfants qui ont une scolarité normale, mais aussi pour des enfants qui rencontrent des troubles. Nous avons dans notre école des enfants qui ont des troubles autistiques ou des troubles 10 et des troubles de comportement aussi, qui sont soit en bateau, soit en pérégrination, en camping-car, et pour qui finalement ce côté va lever tout ce frein émotionnel qui est souvent rencontré à l'école pour tous ces enfants qui ont des singularités. Et ils vont pouvoir davantage s'exprimer et trouver une confiance en eux qui va leur servir dans leur retour sur les bancs de l'école. Donc en fait, on peut dire que toutes les familles peuvent y trouver une pépite dans cette décision. Bon, alors, dans ce cas-là, je pars. Et mettons quand même que malgré... ok, on va en être capable, mais on n'en est pas. Ça ne se passe pas très bien au début. Est-ce que vous avez un manuel des castors juniors, du parent qui élève ses enfants à distance, ou qu'est-ce que vous pouvez me faire pour m'aider si Jules a décidé qu'il ne ferait pas de maths aujourd'hui? Alors, c'est une difficile question parce que je ne connais pas Jules, mais je pense que c'est une chose qui peut être intéressante justement quand on fait l'école à la maison, c'est de proposer aux enfants chaque mois une journée off, justement pour la fameuse décision où je ne veux pas travailler. Et leur dire, voilà, on va travailler, je ne sais pas, 20 jours ce mois-ci, vous avez le droit à une journée off. Deux possibilités, soit vous la gardez pour le moment où vraiment vous en avez assez de vos cours, soit vous décidez de la préserver et vous mettez en projet une activité qui vous plaît, qui va être aussi un moteur de motivation dans l'apprentissage. Donc, un enfant, on peut même l'anticiper, ce moment de Jules où il ne veut pas travailler. Ça va arriver, c'est certain, mais il faut aussi garder ce rituel de travail. Et c'est là où, de nouveau, cette histoire de temps, où on se dit, on va faire 20 minutes et on s'y tient, ça va permettre de rester dans la durée avec Jules. Parce que si Jules, à un moment donné, en a assez, c'est que finalement, il n'a pas la certitude que son cours va s'arrêter au bon moment. On voit Jules derrière nous, là, qui a l'air très content de travailler avec son papa. J'admire beaucoup le papa. Mais je reviens à ma question quand même. Comment vous faites pour transmettre ce savoir-faire aux parents? Parce que dans ce que j'entends et dans ce que j'entendais dans le témoignage de Marion Seigneur aussi, c'est la joie de découvrir l'art de la pédagogie avec ses enfants.
Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de parents au téléphone qui nous contactent justement quand ils se retrouvent face à une difficulté, à quelque chose, à un blocage. Mais ça peut être au niveau motivation, ça peut être un blocage parce qu'il y a eu un accident de la vie et donc il faut aussi dépasser ça. Ça peut être aussi une difficulté à comprendre les consignes qui sont transmises. Toutes questions peuvent être posées et nous sommes là justement pour poser des hypothèses et améliorer les choses. En fait, vraiment, chaque famille qui vont prendre un cours à distance doivent avoir dans l'idée qu'ils ne sont pas seuls. C'est vraiment ça qui est très important, c'est de se dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour les soutenir et qui n'a pas forcément toutes les solutions, mais qui va proposer des solutions. Et techniquement, ce recours se passe comment? C'est des points hebdomadaires? Alors, ce recours est parfaitement libre, c'est-à-dire que les parents ont un moyen de nous communiquer par mail. Ils ont aussi un moyen de communiquer avec leurs correcteurs par téléphone, qui ont une permanence téléphonique. Évidemment, on a des enfants qui sont à l'autre bout du monde. Donc, dans ces cas-là, le mail va servir à proposer un rendez-vous téléphonique. Et donc, s'ils sollicitent, ils auront une réponse. Et puis, évidemment, à la fin de chaque trimestre, il va y avoir un bulletin, faire un petit point de ce qui s'est passé. Et pour certains enfants, une nécessité de contacter les parents, ou si jamais on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, on n'a aucun envoi de devoir alors qu'ils pensaient les envoyer, on va les contacter pour essayer de mettre en place quelque chose qui soit plus efficace. Mais néanmoins, là, on est dans un cadre libre où les parents sont responsables. Comme Oui, on le disait au début. tout à fait. Si une famille décide de laisser tomber et qu'ils sont au Guatemala, personne n'ira les chercher. On ira se poser la question tout de même. On essaiera de les contacter pour être sûr qu'ils n'ont pas un besoin particulier qu'on pourrait leur apporter. Et après, ils décideront si ce n'est pas le cas de tout stopper, enfin de prendre d'autres voies pour leur instruction. Et finalement, le résultat, vraiment, on le verra au retour, où on aura à la fois le fruit que vous décriviez tout à l'heure, d'ouverture d'esprit, de découverte, et puis on verra ce que le travail plus structuré avec l'éducation à distance a donné. Comment est-ce qu'il faut préparer ce moment du retour? Alors, ce moment du retour, la première chose à faire, c'est au moment du départ, un petit peu avant. Si on quitte un collège, par exemple, ou une école primaire, négocier son retour, si on sait déjà quel temps défini nous partons. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est avoir toujours en tête que quand on arrive au collège, il va y avoir un examen de niveau. Et donc, s'y préparer. Et c'est là où c'est important de suivre quand même les fondamentaux. Et il y a aussi une deuxième chose, c'est que les enfants qui sont suivis et qui ont joué le jeu, qui ont donc des notes, qui ont des relevés de notes, qui ont des bulletins, les parents ont quelque chose à proposer au directeur d'établissement, quel qu'il soit, et c'est évidemment un atout. Parce que réussir à conjuguer justement cette vie nomade et une scolarité avec des fondamentaux bien suivis, pour un directeur, c'est gage d'un bon élève en fait. En tout cas d'un élève très intéressant, parce qu'il va forcément apporter des choses aux autres. Merci beaucoup Laetitia de Vaillancourt. Ça me donne un cadre plus sûr. Mais en plus, et là je vais me tourner vers Marie-Laure Laurec, donc Marie-Laure, je vous disais tout à l'heure, qui est la directrice des cours à distance de CEDRE, donc toute une offre de cours à distance, les experts des cours à distance. Marie-Laure, en plus, l'avantage, quand on prend ce que dit Laetitia, d'arriver avec des notes et un relevé et quelque chose dans lequel un directeur d'établissement pourra s'y retrouver, c'est qu'en plus, vos établissements sont des établissements que les directeurs d'école ou de collège connaissent, parce que c'est des écoles réputées. Alors oui, parfois, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des établissements qui connaissent très bien nos écoles et pour lesquels, évidemment, ça pose aucune difficulté à partir du moment où, en effet, il y a eu un travail qui a été réalisé, des bulletins, des appréciations qui vont dans le bon sens, ça ne pose aucun problème. Dans le cas où on ne nous connaît pas, en effet, il peut y avoir la nécessité de passer des tests. Or, ces tests, pour les élèves qui suivent nos programmes et qui nous ont suivis avec le sérieux qui est nécessaire, ne posent aucune difficulté et au contraire sont plutôt, créent plutôt de la surprise
surpris, une surprise positive quand ils sont passés au sein des établissements, en tout cas pour les établissements de retour. Donc de ce point de vue, je pense qu'on peut se dire qu'il faut, en tout cas, il ne faut pas voir ça comme un frein. C'est vraiment quelque chose, au contraire, qui peut être un vrai plus pour les enfants. Je voudrais juste revenir sur plusieurs choses qui ont été dites, parce que c'est vrai que le témoignage à la fois de Madame Seigneur et puis les informations de Laetitia sont très intéressantes. Et moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est quelque part sur l'organisation de la journée. Madame Seigneur disait très bien qu'en effet, notamment avec les petits, une demi-journée de travail suffit, en gros, pour avancer sur le programme. Il ne faut pas oublier que quand on est sur un scénario d'école à la maison, d'enseignement à distance, l'enfant travaille à son rythme. C'est-à-dire que, à la différence d'un enfant qui va être dans un groupe classe et qui va devoir, et c'est bien normal, attendre que son petit copain d'à côté ait compris la notion qui va être répétée 3, 4, 5 fois par l'enseignant de manière à ce qu'elle soit maîtrisée, peut-être que lui, il va lui falloir 2 fois pour qu'elle soit maîtrisée, et donc on gagne du temps. Et donc toutes les familles, ça c'est unanime, nous disent qu'au final, elles se rendent compte qu'en faisant l'école à la maison, elles font gagner du temps familial. Donc le temps familial, dans un scénario comme celui qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire le nomadisme de la famille, pour X raisons que ce soit, c'est ultra précieux, parce que c'est ce qui va permettre en effet d'aller faire des apprentissages annexes, d'aller découvrir le pays, de faire des expériences tout à fait incroyables. Et donc voilà, ce temps, on sait aujourd'hui que le temps c'est important, et c'est quelque chose, à mon avis, qui doit faire partie de l'équation de départ et de la réflexion de départ des familles, de se dire, ok, j'ai ce projet de nomadisme, j'ai ce projet de voyager, où j'y suis contraint, parce que nous, on a de plus en plus de familles qui, en fait, pour X raisons, ça peut être des raisons familiales, elles doivent partir pendant 6 mois pour rejoindre leur famille, parce qu'il y a une situation particulière, et hop, on se retrouve face à cette difficulté-là. Eh bien, il faut savoir que ce mode d'enseignement est souvent une possibilité d'optimiser le temps, ou de l'utiliser mieux. C'est-à-dire que je rejoins le cas des enfants à besoins éducatifs particuliers. Laetitia l'a évoqué, on a les enfants de type, avec des troubles de type 10, donc pour lesquels parfois il faut pouvoir approfondir. Et donc en fin de compte, ce temps et cette adaptation au rythme, parce que c'est vraiment ce que ça permet, va leur donner le temps nécessaire pour les apprentissages. On a aussi, et ça fait partie aussi beaucoup des effectifs que l'on a dans nos écoles, des enfants à haut potentiel, pour lesquels les découvertes de pays, alors là, c'est juste magique. Le fait de pouvoir voyager, c'est juste, un trésor pour eux, parce que justement, ça les nourrit, ça leur permet de découvrir, ça va leur permettre de développer des passions, etc. Et pour autant, et ils vont travailler à leur rythme, donc ils vont aussi dégager beaucoup de temps. Ce sont des enfants qui dégagent énormément de temps pour des activités annexes. Voilà. Et je voudrais aussi revenir sur autre chose, parce que souvent, moi, j'aime bien déconstruire un peu les clichés. Et un des clichés qu'on a sur l'enseignement à distance, c'est la question de la sociabilisation. C'est-à-dire que, oui, comment on fait, etc. Vous avez entendu Madame Seigneur, sur son bateau, tous les jours, ils vont croiser des familles différentes, certaines avec lesquelles ils vont faire un petit bout de chemin, d'autres avec lesquelles ils vont rencontrer juste une fois. Et la rencontre, la relation, etc., elle se crée. Et elle fait vraiment justement, elle bâtit, elle construit des personnalités ouvertes à l'échange, ouvertes à la sociabilisation. Et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune étude aujourd'hui qui dit que l'école à la maison rend les enfants moins sociables. Au contraire, toutes les études qui existent, malheureusement on n'en a pas en France, mais on en a dans des pays étrangers pour lesquels ce mode d'enseignement est beaucoup plus développé, montrent que sur des cohortes qui ont maintenant, j'ai envie de dire, c'est des études qui remontent sur des cohortes d'enfants qui ont maintenant plutôt une vingtaine d'années, montrent que non seulement ils ne sont pas moins sociabilisés, mais qu'en plus ils ont développé des aptitudes à s'engager, à engager une relation avec des personnes qui sont de leur âge, plus âgés, plus jeunes, de manière tout à fait indifférenciée, parce que aussi, quelque part, ils vivent un peu moins la hiérarchisation qui existe dans une école classique, entre guillemets. En général, quand on est un 6e, on ne va pas parler aux enfants de 4e, c'est rare, ou en tout cas moins. Donc, et tout ça fait qu'en effet, on ouvre des portes, on ouvre un champ des possibles pour ces enfants-là qui est assez différent et qui est assez compatible finalement avec cette vie de famille qui peut être nomade. Merci beaucoup Marie-Laure Leroec. Et alors, pour faire ça concrètement, quelles sont les écoles qui permettent de suivre une scolarité à distance? Alors oui, en effet, donc nous, au sein de CEDRE, on a 3 écoles différentes. Atmer Academy, qui est la plus ancienne école d'enseignement à distance de France, qui a été créée il y a presque
100 ans maintenant, on va fêter les 100 ans l'année prochaine. Et puis le cours Sainte-Anne, donc, dont Laetitia est responsable pédagogique pour le primaire. Et enfin EIB à distance, donc vous avez une représentante ici, puisque Sophie est chargée des admissions pour EIB à distance. Donc ces 3 écoles proposent à la fois des programmes d'enseignement complets, donc typiquement la famille senior que vous avez vu tout à l'heure, leurs enfants ont suivi la totalité des matières prévues au programme pour leurs enfants, et notamment, je pense évidemment à leur aîné qui vient d'avoir brillamment son baccalauréat avec une mention très bien, donc vous voyez c'est possible, même quand on vit sur un bateau. Enfin, donc ces écoles proposent à la fois du cours complet, mais aussi ce qu'on appelle des cours complémentaires. Donc on peut aussi choisir, ça existe, il y a des familles qui choisissent de ne prendre que certaines matières, qui ont décidé par exemple qu'en effet la SVT, ce serait pendant le voyage, dans la visite de musées locaux, dans l'expérimentation, dans la découverte du voyage, et donc ils vont prendre le français, les mathématiques avec nous, éventuellement l'histoire-géographie, etc. Mais voilà, qui font des choix, et ça c'est tout à fait possible aussi. Vraiment, nous, ce qu'on essaie de faire, et je pense que Sophie en parlera tout à l'heure, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'adapter vraiment à la situation de chacune des familles, à la singularité des enfants, c'est une manière importante, et puis à leur rythme de vie, à la manière dont ils voient leur nomadisme, donc dont ils l'envisagent. Vraiment, nous, on a l'habitude de dire que c'est l'école qui s'adapte aux familles et pas l'inverse. On a cette chance d'avoir, j'ai envie de dire, une modularité de nos programmes qui le permet. Aussi en termes de rythme, c'est-à-dire qu'en effet, c'est vrai que parfois quand on part pour un voyage et qu'on prévoit effectivement de se laisser suffisamment de temps pour explorer le pays, etc., peut-être qu'il y a des enfants qui vont faire le programme d'une année en 2 ans, mais c'est pas grave. Ou au contraire, il y a des enfants qui vont aller plus vite pendant une année pour pouvoir partir en voyage plus rapidement. Enfin, tous les cas de figure existent. Il s'agit simplement effectivement d'être en capacité de les mettre sur la table, de les avoir bien identifiés avec les familles. On s'est posé les bonnes questions maintenant aux familles pour les accompagner dans cette démarche-là, pour parvenir à une solution. Donc, des cours complets, des disciplines séparées, parfois aussi, parce que ça c'est de plus en plus le cas aussi, alors c'est vrai qu'on a un dispositif qui est de plus en plus, je vais parler avec un terme technique, synchrone, c'est-à-dire que normalement un enseignement à distance, ça peut être très globalement asynchrone, c'est-à-dire qu'on va travailler et on va envoyer des devoirs, c'est asynchrone, on n'a pas une classe en ligne. Mais de plus en plus, nous on met en place dans nos dispositifs pédagogiques des classes en visioconférence en petits groupes. Alors évidemment, il faut que ce soit compatible avec le fuseau horaire dans lequel la famille se trouve, mais parfois et très souvent ça fonctionne. Du tutorat en ligne, de la possibilité. On a une plateforme pour l'apprentissage des langues étrangères qui permet de pratiquer justement les langues qui sont apprises, et Dieu sait si pour une préparation de voyage ou parfois au début du voyage on a besoin de pouvoir parler la langue de manière, on a des occasions de la parler peut-être en local, mais l'anglais c'est pas toujours le cas, bon voilà, donc on a une plateforme de cours en visioconférence pour les collégiens et les lycéens qui permet de parler avec des enseignants natifs, sont en visioconférence, en cours individuel, donc ce qui est assez, j'ai envie de dire, confortable pour les élèves, parce que ça veut dire que je suis pas en train de parler anglais, espagnol, allemand, chinois en face devant 30 élèves avec tout le risque de la honte qui va peut-être me tomber dessus parce que j'ai mal prononcé, parce que j'ai un accent à couper au couteau, etc. Donc là, je suis juste en visioconférence avec mon enseignant qui a l'habitude de travailler avec des élèves et donc qui va me permettre de prendre confiance dans la langue, etc. Et ça, pour le coup, c'est une plateforme sur laquelle on a des enseignants un peu partout dans le monde, puisque nos enseignants sont un peu partout dans le monde, et qui permet donc d'avoir des réservations de ces cours-là. Donc j'ai envie de dire, vraiment, l'idée c'est de trouver le bon dispositif pour la famille au moment où elle en a besoin. Merci beaucoup. Donc on voit cette largeur de l'offre. Avant de voir avec Sophie concrètement comment est-ce qu'on peut faire ça, Marie-Laure, vous avez une longue expérience avec les enfants. Quel est l'enfant, peut-être, le parcours qui vous a le plus marqué, que vous êtes la plus fière d'avoir accompagné? Bon, alors moi, j'ai envie de dire quand même celui d'Anne, donc l'aîné de la famille Bégoria. C'est un exemple à la fois récent de réussite scolaire très, très, dont on est fier, mais auquel on a participé très modestement. Mais c'est elle, évidemment, qui a travaillé de manière très, très intense pour obtenir les résultats qu'elle a obtenus. Ce qu'il faut savoir, et je le précise, c'est qu'en effet, nos élèves passent les épreuves à la fois du brevet et du baccalauréat sous le statut candidat libre. Malheureusement, nous
nous n'avons pas la possibilité de faire bénéficier à nos élèves du contrôle continu, mais nos élèves donc passent toutes les épreuves, mais ils les passent à la fois brillamment, puisqu'on a un taux de réussite qui est tout à fait qui est au-dessus de la moyenne nationale, avec un taux de mention dont on est très fier. Et donc, ce sont des élèves qui ont appris à travailler en autonomie, et qui sont en capacité, là pour le coup, parce que, enfin, on leur apprend. Évidemment, ce sont des élèves à qui on ne tient pas plus le crayon au lycée. Hein. C'est-à-dire que s'ils ne se mettent pas au travail, j'ai envie de dire c'est un peu leur responsabilité. Et donc, ils ont appris non seulement à travailler en autonomie, donc ça c'est très riche pour les études supérieures, ils ont appris à passer un nombre d'examens importants, ce qui est moins le cas maintenant, depuis la réforme du baccalauréat, pour des élèves qui sont en terminale ou en première. Hein. Ils ont passé quelques épreuves, mais pas beaucoup. Donc, la préparation à une semaine de partiel, comme on les vit ensuite en enseignement supérieur, ça peut être tout à fait différent. Donc, les retours que l'on a de ces élèves qui ont suivi l'école à la maison, quel que soit le cycle, c'est j'ai beaucoup gagné en autonomie. Et donc, il y a cet exemple-là. Il y a un autre exemple, alors qui est un nomade très particulier, mais qu'on aime beaucoup. C'est l'exemple d'Alistair, donc Mackenzie, qui est un de nos élèves, alors qui est actuellement au Népal, parce qu'il vient de grimper son 12e sommet de plus de 8000 mètres. Et donc, c'est un élève qui est chez nous depuis très longtemps et qui, grâce à l'adaptation que l'on peut mettre en œuvre au niveau du rythme des programmes, peut mettre son projet en œuvre. Donc, on est très, très fiers de lui, de ce qu'il fait, de la mise en œuvre de son projet. Et ça fait vraiment partie des... Voilà, dans nos écoles, on sait pourquoi on se lève le matin, parce qu'on sait que tous les soirs, on va rentrer en se disant, cette famille, si on n'avait pas été... on a pu l'accompagner, on a pu, en tout cas, apporter des réponses, et on a pu faire avancer un projet, un enfant, un parent, parce que Laetitia le disait tout à l'heure, mais dans les dispositifs qui sont importants aussi, par exemple, l'école des parents, c'est un dispositif qui a été mis en place par Laetitia l'année dernière. C'est un atelier en fait méthodologique, c'est-à-dire que ça vient en complément des programmes. Les programmes sont tout à fait complets. On peut tout à fait, en tant que parent, avoir transmettre à ses enfants. Mais parfois, quand on est confronté à une difficulté, un profil d'enfant qui n'est pas tout à fait, qui est particulier, on peut avoir besoin de méthodes un peu complémentaires. Et ça, c'est tout ce que fait par exemple Laetitia dans le cadre des ateliers et de ce qu'on appelle l'école des parents, puisque ce sont quand même eux qui sont à l'œuvre au quotidien auprès de leurs enfants. Et là, on commence à entrevoir comment se structure toute cette organisation de l'enseignement à distance. Et on en vient à Sophie. Sophie Cabache, donc vous, votre rôle, c'est d'accueillir les parents qui se posent la question de l'enseignement à distance, soit parce qu'ils vont partir complètement, soit en complément d'une scolarité différente? Exactement. Mon rôle, comme celui de l'équipe avec laquelle je travaille, c'est de renseigner les parents sur déjà le côté légal. Voilà, comme Laetitia disait, ils partent, ils quittent la France, ils y vont. Ils n'ont pas à demander à l'État français de partir. Par contre, effectivement, ils peuvent dépendre de lois locales s'ils restent 6 mois, un peu plus. Donc, on fait point sur le voyage, sur la durée du voyage ensemble. Il y a des familles qui partent 6 mois, il y a des familles qui partent 1 an, il y a des familles qui partent 2 ans. Il y en a comme les seniors qui n'ont pas de date de retour. Donc, on anticipe un petit peu le départ. On nous appelle, on fait le point sur le côté légal. Je pars, qu'est-ce que je déclare? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, on fait le point sur l'âge des enfants. On ne part pas avec les mêmes besoins pour un enfant de CP et un enfant de terminale, par exemple. Comme disait Marie-Laure, terminale, les épreuves du baccalauréat, ça s'anticipe. Il y a des inscriptions, il y aura des étapes. Donc, on fait le point avec tout ça et après, on parle effectivement, en fonction de l'âge et du niveau, des matières qu'il va falloir travailler. Donc en voyage, les familles, elles choisissent de prendre une matière, 2 matières, un programme court, une remise à niveau. Et ça, nos écoles, donc le IB à distance comme les autres écoles, de la petite section à la terminale, elles proposent ce type de programme. Des programmes qui accompagnent de manière plus condensée, des programmes qui vont permettre d'aller vraiment dans le fond du programme en fonction du projet de voyage, en fonction de la famille, en fonction du temps qu'elles ont décidé effectivement de passer sur l'instruction. On va pouvoir les aider à trouver le bon programme qui leur correspond. On explique comment nos écoles vont accompagner, avec les échanges avec les correcteurs, avec les salles d'études dirigées, avec toutes ces choses qui pourront les accompagner tout au long de leur voyage pour permettre à leurs enfants de continuer leurs apprentissages pour qu'au moment où on revient à l'école, on n'est pas perdu. On est revenu avec toute la richesse du voyage et en plus, on a gardé les acquis pour retourner dans sa scolarité et que ce soit fluide pour tout le monde. Est-ce qu'il peut vous arriver de mettre vraiment des limites au projet d'une famille en leur disant là, ça me semble pas très réaliste? C'est assez rare.
on va leur expliquer. On va leur, effectivement, s'il y a un point qui nous paraît un petit peu complexe, une famille qui me dit « moi j'ai décidé une demi-heure par semaine », là il paraît difficile de réussir à tenir le programme. Donc effectivement, on va expliquer. Après, nos écoles, comme disait Marie-Laure, sont souples. Il n'y a pas de date de rendu de devoir. Donc on peut très bien se dire « je vais le faire en 2 ans ». Ou nous allons rentrer cet été, donc juillet et août, nous on va le passer vraiment à travailler parce qu'en septembre, on veut que nos enfants aient retrouvé le niveau. Dans nos écoles, c'est possible. Donc on ne va pas dire stop, on ne va pas dire non, c'est pas possible, on va accompagner la famille pour trouver la solution qui va leur convenir, à partir du moment où on peut la proposer, bien entendu. Et on peut vous appeler juste à la fin du voyage en disant bah là, on a fait de notre mieux, mais il faut se préparer au retour. Bien sûr. On a des familles qui le font, on a un projet, voilà, nos enfants sont pris dans une école, on nous a déjà expliqué que le niveau allait être assez élevé, on a un peu peur parce que pendant 1 an, nos enfants ont un petit peu travaillé, mais voilà, ils ont bien profité de leur voyage. Dans ces cas-là, on a des cahiers de vacances, on a des remises à niveau. Pareil, on va faire un point avec eux du niveau acquis pour leur proposer le niveau le plus adapté pour l'objectif de rentrer dans cette école, par exemple, à la rentrée. Et ce programme peut très bien être continué en parallèle de la scolarité. C'est pas parce qu'en septembre, je rentre dans une école que je ne peux pas accompagner mon enfant sur les semaines et les mois qui suivent. Et ça, on le propose. Merci beaucoup, Sophie Cabage. Peut-être pour finir, Laetitia de Maillancourt, une fois qu'on a fait tout ce parcours, s'il y avait un conseil à donner aux parents qui se lancent ou qui hésitent au bord de cette aventure de la vie nomade et de l'enseignement à distance. Faites confiance à vos enfants. Ils ont des ressources infinies et vous avez aussi les cours à distance qui sont là pour vous épauler. Alors en avant. Merci beaucoup, mesdames. Vous avez vraiment élargi notre scope d'une vie plus large, peut-être plus responsable que celle dont on a l'habitude, où on se décharge un peu de l'instruction de nos enfants sur des structures qui ont plus d'expérience que nous. Mais on voit qu'on peut peut-être changer les rôles pour certains. Si jamais vous voulez en savoir plus, si jamais ça vous titille et que vous avez une petite voix qui vous dit bah, pourquoi pas nous, ou peut-être que même votre projet est beaucoup plus avancé, alors appelez Sophie, appelez son équipe au numéro qui s'affiche derrière nous, parce que comme ça vous pourrez parler à des experts, faire le point, réfléchir et peut-être à votre tour pouvoir faire à l'image de la famille Saunière et de beaucoup d'autres qu'on avait en tête aujourd'hui, larguer les amarres et faire découvrir une autre vie à vos enfants. Si vous voulez voir le site de la famille Saunière, vous pouvez les retrouver sur l'encre-et-les-voiles.org. Et puis si jamais vous voulez les coordonnées de Sophie et de son équipe, ils vont à nouveau s'afficher derrière nous. À très bientôt, amis expatriés, amis nomades, et merci beaucoup à toute l'équipe de Cèdre France, c'était passionnant. Un grand merci à vous. Alix.